Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous sommes très nombreux ce soir à regarder cette autre édition d'Agripan, votre émission consacrée au travail de la terre, à la pêche, à l'élevage et aux industries animales. Au milieu donc de cette édition, ce soir, un arrêt sur le symposium Made in Africa qui se déroulera du 5 au 7 avril 2018 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le grand sommet des leaders panafricains de Djamena, où l'agriculture, la pêche et l'élevage seront au cœur d'une conférence. Nous parlerons aussi de l'alimentation de la volaille et spécifiquement de la pondeuse. Et notre plat de résistance ce soir, l'agriculture biologique. Et la question ce soir est donc celle de savoir si l'agriculture biologique peut nourrir l'Afrique et le monde. Alors, qui sont-ils nos experts et invités? Ce sont des personnes que vous connaissez et qui sont nos invités habituels. Emmanuel Genzeko est ingénieur agronome. Il est là ce soir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Louis Roger, bonsoir à tous les Africains. Voilà. C'est un plaisir. Jean-Pierre Ibélé, ingénieur agronome, le roi du bio d'Afrique est là. Bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir aux téléspectateurs. Bernard Djongan, qu'on ne présente plus, ingénieur agronome et président du CRAP, Croire au Cameroun, qui propose 40 mesures pour faire décoller le Cameroun en 5 ans. Avec l'agriculture. Avec l'agriculture, bien évidemment. Tout à fait. Bonsoir, bonsoir Louis Roger. Bonsoir, Président. Alors, voilà donc nos invités, nos experts, avec qui nous allons donc débattre des différentes thématiques arrêtées pour cette autre édition d'Agripan. Et vous, chers téléspectateurs, n'oubliez pas que vous pouvez intervenir en direct en composant les différents numéros qui vont s'afficher dans quelques instants au bas de votre écran. Des contacts qui vous permettront donc d'intervenir, de poser des questions ou alors de solliciter des compléments d'information. Nous allons parler donc à l'entame de cette édition du symposium Made in Africa de Yaoundé. Et il faut dire que la date de ce très grand événement agricole a été modifiée. Alors présent, est-ce qu'on peut avoir la nouvelle date et savoir pourquoi il y a eu ce glissement du calendrier? Bon, écoutez, quand nous avons fixé la date au 29, 30 et 31 mars, nous ne savions pas que ça tombait pile sur les fêtes de Pâques. Donc il y a un jour, le vendredi qu'on a retenu, c'était le vendredi de Pâques. Et comme le symposium devait se tenir à l'intérieur de l'université catholique, avec toutes les manifestations que ce moment religieux impose, on ne pouvait pas facilement allier le symposium aux manifestations religieuses qui pouvaient être organisées dans cette enceinte. On a donc trouvé qu'il était pour nous judicieux de décaler la période de ce symposium d'une semaine. On a donc basculé le symposium dans la période du 5 au 7 avril. Donc, juste d'une semaine, c'est ce qui s'est passé. Alors, je voudrais qu'on parle des modalités de participation pour être complet. Alors, disons que c'est un symposium qui a deux volets. Il y a un village qui sera mis en place pour donner l'occasion à ceux qui ont des choses à montrer, ou bien à goûter, ou bien à vendre, dans le domaine du Made in Africa, devront exposer. Ça, c'est ce qu'on a appelé le village du symposium. La partie réflexion du symposium se tiendra en salle. Et par rapport à cette partie réflexion, il y a déjà toute une équipe, il y a des études qui ont déjà été qui sont en train d'être achevées pour nourrir les réflexions en salle. Je pense que ça vaut la peine que je reprécise ces études. Il y a une étude comparative qui a été menée entre 3 pays pour comparer les mesures qui sont prises pour booster le local. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Cette étude est terminée. La synthèse sera présentée lors du symposium et cette synthèse nourrira la réflexion pendant le symposium. La seconde étude évalue la demande en produits locaux au Cameroun aujourd'hui, surtout les produits qui sont présentés dans les grandes surfaces. Cette étude est terminée. Il a été question dans le cadre de cette étude, non seulement d'identifier et de quantifier ces produits, mais de vérifier si sur le plan agroécologique et sur le plan des potentiels,
la demande peut être satisfaite localement. Cette étude aussi est terminée. Ce qui fait que là, on va petit à petit vers la période du symposium où dit que le compte à rebours a commencé. Maintenant, pour les participations, les dossiers de participation partiront dans le reste de l'Afrique à partir de demain matin. C'est ce qu'on a planifié. Il est attendu, dans le sport, c'est très bien précisé, il est attendu que les participations soient confirmées au plus tard à la fin du mois de février. C'est ce qui est prévu. Alors, de participation, il y a ceux des entreprises, des PME, des PMI, qui aimeraient prendre un stand, un petit stand pour exposer. Il y a ceux des PMI et PME qui sont à l'étranger, qui aimeraient avoir des facilités pour transporter leurs produits. Ces dispositions sont prévues et seront prises. Donc on attend simplement que les gens commencent à pouvoir s'enregistrer. Voilà. Et nous partons d'un symposium, cette fois-ci pour un grand sommet des leaders panafricains. Ce sommet qui va se dérouler du côté de N'Djamena, la capitale politique du Tchad, du 10 au 15 mars. Et vous êtes encore au cœur de ce grand événement panafricain. Et la question de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des industries animales sera encore à l'ordre du jour. Quand c'est à moi que vous donnez cette information, je ne peux qu'être heureux. Parce que l'information arrive déjà, je précise que c'est un très grand moment, des moments qui sont rares. Il faut quand même le reconnaître. Il ne s'agit pas d'un comice ou bien d'un salon qui regroupe les participants de plusieurs régions, mais il s'agit d'un forum qui est initié par un chef d'État et qui invite un panel de personnes de différentes compétences pour pouvoir tabler sur les problématiques, dont celles concernant l'agriculture. Je pense que c'est un très bon moment et c'est quelque chose qu'on ne peut que souhaiter. Et autant que je puisse vous le dire, je suis très heureux d'être compté parmi ceux qui sont invités à cette rencontre. Et j'aurai une intervention à préparer et puis à présenter. Et vous pouvez compter sur moi pour ceux qui nous écoutent, que la chose agricole sera fortement et bien défendue lors de ce forum. Ah. Alors, Emmanuel, voilà un grand rendez-vous qui interpelle le président, mais qui vous interpelle aussi, parce que toutes les contributions sont attendues. Déjà, c'est un défi qu'il faudra relever, et surtout à Agripan, avec son équipe. Bien évidemment, en fait, nous sommes au service de l'agriculture africaine, et ça, l'agriculture panafricaine. Et foncièrement, nous pensons qu'avec l'agriculture, on peut développer l'Afrique. Donc, c'est un moment que personne n'aimerait rater, quoi, au cas où. Voilà. Jean-Pierre Révélé, le roi du bio d'Afrique. Voilà une autre opportunité que l'Afrique vous offre pour pouvoir mettre en avant tout ce que vous avez accumulé comme expérience dans le domaine agricole et surtout dans le domaine du bio. Oui, j'emboîte le pas d'Emmanuel pour dire que nous avons la certitude que l'agriculture est la voie idéale pour sortir les peuples d'Afrique de la misère, créer de la richesse et développer tout le continent. Donc c'est une très bonne opportunité de pouvoir participer à un tel événement en N'Djamena. Maintenant, nous verrons les retombées après. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre thème ce soir porte sur l'agriculture biologique. Cette agriculture-là peut donc nourrir l'Afrique. Alors, Emmanuel, la question que je vous pose tout de suite porte sur l'alimentation de la volaille et surtout des ponteuses. Alors, comment expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent cette adéquation alimentation-climat? Oui, lui Roger, en fait, il faut dire qu'après la dernière émission, on nous a interpellés, plein de téléspectateurs nous ont interpellés pour dire qui à Menganga, qui à Douala, qui à Yaoundé, qui dans d'autres zones chaudes d'Afrique, pour dire nous, on a une difficulté sérieuse, on n'arrive pas à avoir des taux de production d'œufs assez élevés. Et on ne comprend pas quel est le problème fondamental. Et évidemment, ayant travaillé un peu sur cette question, nous nous sommes rendus compte que, depuis très longtemps d'ailleurs, qu'il y a un problème, il y a une approche d'alimentation qui est mal raisonnée au niveau des zones chaudes. En fait,
j'ai eu à l'occasion d'une émission à expliquer ici qu'il y a ce qu'on appelle la zone de neutralité thermique d'une poule. C'est-à-dire, en fait, la poule pondeuse, sa zone de neutralité thermique est entre 18 et 21 degrés. C'est-à-dire, dans cette zone-là, la poule n'a aucun effort supplémentaire à faire pour s'entretenir ou bien pour pouvoir réguler sa température. Maintenant, quand vous sortez de cette zone où elle ne dépense rien pour maintenir sa température constante, vous avez un problème de surcroît d'énergie pour pouvoir réguler sa température corporelle. Je prends un exemple simple. Si le besoin pour une poule qui est à Bafoussam est de 20 degrés, ou à Kigali, qui fait justement aussi 20 degrés Celsius de température moyenne, une poule qui est à Kigali, pondeuse qui est à Kigali, qui peut consommer un aliment qui fournit 2700 kilocalories, aura besoin à Kigali ou à Bafoussam de consommer 111 grammes de cet aliment pour couvrir son besoin énergétique et pour produire un œuf normal. Maintenant, si vous déplacez cette poule pour mettre à Kinshasa ou bien à Douala, où vous vous retrouvez à une température de 27 degrés en moyenne, la poule, il est connu depuis les années 80 que chaque fois que la température augmente d'1 degré Celsius ou diminue d'1 degré Celsius, à partir de la zone de neutralité thermique, le besoin en énergie de la poule pondeuse va varier de 3,5 à 4 kilocalories par poule par jour. Cela veut dire quoi concrètement? La poule qui, à Kigali ou bien à Bafoussam, avait besoin de 111 grammes pour couvrir son besoin d'entretien et couvrir le besoin de la ponte d'un œuf. Si vous la mettez à Kinshasa ou à Libreville ou à Douala, à 27 degrés, forcément, cette poule aura besoin de 102 grammes du même aliment, à la même concentration énergétique. C'est-à-dire, en fait, 111 moins 102, ça fait presque 9 grammes de différence. Pourquoi elle a besoin de 102 grammes seulement? Parce que, en fait, pour réguler sa température, plus il fait chaud, moins elle a besoin de l'énergie, justement. Et maintenant, ce phénomène a une conséquence très sérieuse. En fait, si elle ne mange que 102 grammes d'aliments dans les zones plus chaudes, forcément, elle aura moins de disponibilité en termes d'acides aminés, en termes de vitamines, en termes de minéraux qui lui permettent de produire un œuf chaque jour. C'est pour ça que d'emblée, le calibre de l'œuf dans ces zones chaudes sera un peu plus faible. Et ensuite, même le taux de production sera forcément plus bas que dans les zones normales. Voilà un peu ma première intervention. Je vois le président. Avec le président, c'est certainement des questions. Alors, président, allons-y pour que nous disent bien. Si les zones de consommation, on peut les produire à Yaoundé, non, pardon, à Douala et à Bafoussam avec la même formule. Exact. En fait, c'est l'erreur fondamentale que les gens ont faite jusqu'ici. Les gens se mettent à produire les œufs de consommation à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam ou à Garoua avec exactement les mêmes formulations. C'est complètement raté. Parce que je viens de démontrer que plus il fait chaud, moins la poule va consommer. Et forcément, pour produire un œuf de 60 grammes, la poule a besoin exactement de la même quantité d'acides aminés, de la même quantité de vitamines, de la même quantité d'oligo-minéraux. Or, si elle mange 102 grammes au lieu de 111 grammes par exemple à 20 degrés, forcément, elle ne peut pas consommer les éléments qui lui permettent de produire un œuf de 62 grammes à Yaoundé ou à Douala. Voilà. Jusqu'à quelle limite de température peut-on produire l'œuf en Afrique? Voilà. Quelle limite par exemple? Voilà une qu'à 30 degrés, on peut toujours... Exact. En fait, de façon scientifique, il est démontré que jusqu'à 31 degrés Celsius, on peut produire de façon économique les œufs de production. Cela veut dire que quelqu'un qui est à Garoua ou bien à, je ne sais pas, dans quelle ville du Sénégal où il fait 31 degrés, peut produire l'œuf de consommation de façon économique. Mais la seule condition, c'est de pouvoir réguler en fait le niveau des différents éléments par rapport à la température et concentrer au maximum l'énergie pour que la poule, en une absorption réduite, puisse couvrir et son besoin d'entretien
et le besoin de production pour les œufs. Juste une petite question. Allez-y, président. Oui, président. Allez-y, pour comprendre. Alors, quand on dit 31 degrés, comme vous venez de l'expliquer, c'est la moyenne. Mais Température moyenne. Mais Oui. ça fluctue. Il y a des régions où ça passe jusqu'à 42 degrés et puis ça redescend. Mais Mais qu'est-ce qu'on fait si la température est à 42 degrés? exact. Tant que la température moyenne ne dépasse pas 31 degrés, il n'y a aucun problème. Donc, même s'il y a une fluctuation, en fait, la poule, justement, a un mécanisme. Par exemple, dans les zones très chaudes, on conseille de donner l'aliment à la poule pendant qu'il fait frais, c'est-à-dire le soir ou la nuit, par exemple. Et à cette période, la poule fait tout pour consommer la quantité qu'il lui faut pour s'entretenir et produire l'œuf. Voilà, maintenant, je voudrais qu'on parle de la composition de cet aliment parce que là, est-ce qu'il faudrait du maïs? Est-ce que c'est des tourteaux, je ne sais pas, de bile? Qu'est-ce qu'il faut dans cet aliment? Voilà, en fait, pour dire en gros, on a des sources d'énergie qui sont généralement les céréales, qui peuvent être aussi les huiles, par exemple. On a des sources d'acides aminés, de protéines, on a des sources de minéraux. Bref, au niveau de la composition elle-même, elle est un peu plus complexe, c'est-à-dire en fait, ce n'est pas le premier venu qui peut faire une formulation. Par contre, nous sommes disposés, même dans un cadre privé, à aider tous ceux qui sont n'importe où en Afrique et qui ont des problèmes de formulation de leur ration pour les poules pondeuses ou même d'autres monogastriques et d'autres animaux, parce que nous avons l'outil par rapport à ça. Alors, vous savez, la dernière fois, on parlait d'un logiciel. Tout à fait. C'est ce logiciel que vous C'est parlez. de ce logiciel qui parle. Voilà, on espère bien évidemment que les téléspectateurs qui voudraient en savoir davantage pourront donc vous joindre à travers nos différents contacts pour avoir la bonne information et surtout votre expertise. Alors, Jean-Pierre Ibélé, il est difficile, par exemple, dans une capitale économique fortement embouteillée, de pouvoir livrer des produits bio dans les grands restaurants, les grands hôtels à l'heure. Et au-delà même des grands restaurants et des grands hôtels, mais simplement au marché. Parce que les produits bio, par définition, c'est bien dommage de s'imaginer que ça s'adresse uniquement à une élite. Idéalement, il faudrait que les produits bio s'adressent à l'ensemble de la population, que ce soit l'élite ou les gens de conditions infiniment plus modestes. Oui, effectivement, vous évoquez là la grande difficulté qu'on a observée ces temps-ci à traverser le pont du Jouri. C'est quelque chose de complètement aberrant. Je rappelle toujours que le Cameroun est signataire de toutes les conventions sur la protection de l'environnement et que la difficulté, c'est-à-dire rassembler beaucoup de véhicules comme ça sur un pont, parce que simplement il y a une relative mauvaise organisation des travaux sur ce pont, c'est regrettable, parce qu'on pourrait imaginer de faire travailler ceux qui sont en charge des travaux sur ce pont de 22h à 6h du matin, par exemple. Ça permettrait aux motocyclistes, aux voitures de circuler dans la journée normalement. Et alors, vous ne pouvez pas imaginer l'impact négatif, n'est-ce pas, de la grande concentration de véhicules sur le réchauffement climatique, par exemple. Vous ne pouvez pas imaginer. Et alors, le réchauffement climatique, ça veut dire davantage d'impact négatif sur la production agricole. Alors, bon, toutes ces choses, finalement, qui relèvent simplement du simple bon sens et qui commanderaient de s'organiser pour que le pont soit fluide aux heures de grande activité, de manière à rendre compétitifs les activités de production qui sont de part et d'autre de ce pont, qui est en fait un axe de liaison incontournable entre les régions littorales sud et puis Nigeria, Ouest Cameroun, Nord-Ouest. Vraiment, si j'avais une observation à faire par rapport au bio, puisque vous faites allusion à ça, le bio, en fait, c'est un mode de production qui demande d'être économe de tout. Économe du temps, économe des ressources, économe de tout ce qui nous entoure. Or, l'immense gâchis d'énergie qu'on observe sur le pont, parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre des milliers de litres de pétrole qui sont consommés dans un embouteillage gigantesque, c'est dommage. Parce qu'on peut faire autrement si on faisait travailler ces entreprises de travaux publics la nuit, même en leur concédant quelques facilités fiscales par rapport à ça, ça aiderait terriblement notre pays. Alors, Président, c'est un problème important que souligne Jean-Pierre Ibélé, parce qu'aujourd'hui,
tous les jours, nous parlons de la production et de la distribution, mais on se rend compte qu'on peut bien produire, mais si on fait face aux embouteillages, il est difficile, bien évidemment, d'atteindre le marché, d'atteindre sa clientèle. Et ce sont donc des problèmes que vous avez également soulignés à grands traits dans votre projet et qui sont des problèmes qui vont trouver des solutions s'il arrivait que vous soyez président de la République. Bon, dit de cette manière, bon, c'est une responsabilité que dans le cadre du projet que nous proposons au Cameroun, on peut bien prendre. Parce qu'en fait, les problèmes ne sont pas isolés dans le domaine de la production agricole. Les problèmes fonctionnent un peu comme la filière, tous les sont interliés. C'est-à-dire quand vous résolvez un, sans résolver l'autre, en laissant l'autre problème, ça a ses effets forcément. Ça a ses effets tels que vous êtes en train de pouvoir le dire. Mais je voudrais insister sur 3 choses. Parce que dans les principes économiques en matière agricole, que le CRA promeut, c'est faire un effort pour que la transformation se fasse là où on produit. Vous voyez? Parce que imaginez-vous, si on produit le plantain, mettons en Bankomo, on le transporte dans une usine à Yaoundé pour fabriquer les chips. Vous allez voir que le fait de transporter ce plantain dans l'usine, donc dans la PME qui se trouve à Yaoundé, il va s'amonceler, vous voyez les épluchures de plantain. On est en ville. Il va s'amonceler les épluchures de plantain qui poseront un problème d'être transportés. Alors que si on avait épluché et fait cette transformation au niveau de Bankomo, les épluchures devaient facilement aller dans le champ pour fertiliser le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'exemple que je vous donne, on peut appliquer ça sur même le maïs, même sur le maïs, vous voyez. Même le fait d'amener le maïs en épi en ville, ça fait problème. Parce que l'épi qui reste après, quand on a enlevé les graines, ça constitue une matière organique qui, si on avait réussi, soit à le composter, soit à le verser dans le champ, il se serait décomposé naturellement et contribuer à la fertilisation du sol à cet endroit-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce principe que nous mettons en avant, c'est un principe qui non seulement facilite ou bien renforce la protection du sol, mais aussi, et c'est important de pouvoir le dire, mais aussi permet de faire en sorte que les avantages qui seront liés à la ou qui seront suscités par la transformation bénéficient à ceux qui ont produit la matière première. Ça, c'est un des aspects du projet que nous proposons et qui prend en compte la question que vous avez posée. Voilà. On va avancer avec vous, Président. Il faut dire qu'il y a une compagnie de téléphonie mobile qui nous suit certainement et qui a pris à part le corps la question de l'agriculture et propose à sa clientèle des conseils en agriculture et sur l'actualité agricole au quotidien. Alors, comment appréciez-vous cette nouveauté, cette innovation? Qui date peut-être de ce soir. Puisque moi, j'ai reçu aussi ce message dans mon téléphone. Apparemment, tous ceux qui ont le numéro Orange ont reçu ce message. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Vous voyez, vous parlez à un président du CRA qui promeut ou bien qui essaye de démontrer que l'agriculture est le premier levier de notre développement. Vous voyez, voilà comment Orange, c'est une entreprise de télécommunications, de téléphonie, qui s'engage à dynamiser à sa manière, qui s'engage à participer à la promotion de la chose agricole. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Et l'espoir que je peux formuler, c'est seulement que les autres entreprises qui font dans la téléphonie emboîtent le pas. C'est quelque chose de vachement intéressant. Maintenant, on attend voir comment ça sera mis en application, ça sera utilisé par les usagers, comment ça va effectivement participer à la promotion de la production locale, à la promotion de la vulgarisation de l'information qui touche à la production en milieu rural, sur les informations sur le marché, les informations sur le climat, sur la température, etc. C'est quelque chose de vachement intéressant. Et c'est nouveau, il faut le préciser, et c'est nouveau. Et c'est génial de penser, ceux qui ont pensé à ce projet, c'est quelque chose de vachement intéressant. Voilà, alors Jean-Pierre Ibélé, voilà donc que tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons ici
sur le plateau d'Agrippa ne passe pas inaperçu. Alors, comment appréciez-vous cette innovation, cette nouveauté mise en valeur par un opérateur de téléphonie mobile? J'avoue ne pas être bien renseigné, mais j'imagine qu'il s'agit de digitaliser et de mettre des applications informatiques dans la téléphonie qui permettent de faciliter la production agricole, la commercialisation des produits agricoles, etc. S'agit-il bien de ça? Oui, c'est ça. Ah d'accord. Bon, alors écoutez, c'est une très bonne initiative. Je crois qu'Orange mériterait d'être bien accompagné pour ça, parce qu'après, vous savez, il y a la compilation et la mise à disposition des informations justes par rapport notamment au marché, par rapport aux conditions bioclimatiques, par rapport même aux itinéraires techniques de production. Oui, oui. Alors toutes ces choses sont des choses très utiles à l'agriculture et il fallait un outil pour cela. Maintenant, Orange le fait dans quelle langue? En français, en anglais, en pidgin? Bon, j'ai reçu le message en français. En français, très bien. Bon, ça vraiment, de toute façon, l'initiative est bien. Et s'il y avait quelques couacs dans cette initiative, c'est à parfaire. Et nous qui sommes des spécialistes de ces choses-là, naturellement, nous apporterons nos contributions à Orange pour améliorer ce système. C'est une initiative que nous devons soutenir. Alors, tout à fait. Emmanuel, donc c'est une initiative qu'il faudrait donc soutenir et que certains, à travers le continent, devraient également valoriser pour permettre, n'est-ce pas, à l'Afrique de pouvoir vivre et se nourrir de l'agriculture. Oui, il faut me dire qu'à titre personnel, je pense que nous sommes un peu en retard par rapport à ces innovations. Je prendrai le cas du Kenya, par exemple, où il y a Safari Telecom, je pense, qui est opérateur réel dans ce secteur-là. En Ouganda aussi, il y a le même dispositif, de manière qu'un paysan qui produit ses tomates, je ne sais pas, à Ngaoundal, rapidement, on lui facilite l'accès en fait au marché virtuel. C'est-à-dire en fait, on sait qu'il a produit telle quantité de tomates tel jour et rapidement peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre à Libreville ou bien je sais pas à Kinshasa qui a besoin de ces tomates et on facilite une information telle que en fait les deux puissent échanger sans difficulté. Donc ou peut-être à travers un SMS informer les gens sur la quantité des produits. Et tout à l'heure nous parlions d'une information en fonction même des bassins de production, c'est une information peut-être pour donner les prix, pour donner les quantités, pour permettre à ce que les producteurs puissent trouver rapidement des clients. Parfois même pour signaler juste à la météo, parce que la météo est un facteur très important dans la planification des activités agricoles. Voilà. Avant que nous n'abordons le plat de résistance de cette soirée, on attend également que les téléspectateurs puissent appeler pour poser des questions ou des compléments d'information. Alors, il y a quelques questions que nous pouvions présenter à nos téléspectateurs. Le pH mètre, est-ce qu'on peut le faire et savoir déjà si c'est... Voilà, avant de revenir à vous, on va au standard entre Luc qui nous appelle depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon homonyme. Bonsoir Bernard Diongan, le président. Bonsoir à tous les panélistes qui sont sur le plateau. Vraiment, mon homonyme, Roger, le forum de N'Djamena. Vraiment, c'est ça qui va donner la clé d'ouverture pour l'Afrique. Parce que je ne vais pas enseigner ça à mes grands frères qui sont sur le plateau. C'est à eux de dire aux Africains que franchement, on a tout renversé en l'envers avec l'impérialisme. Et ça doit commencer au début de leurs propos. Que l'Afrique, c'est l'Afrique qui devait nourrir le monde. Ça doit être dit haut et fort. C'est l'Afrique qui... Parce qu'il y a encore des Africains qui ne comprennent rien du tout. Et voilà le début des commencements de vos propos. C'est l'Afrique qui peut nourrir le monde. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un continent où on importe tout. Je dis bien tout. Et les déchets, le vent et la pluie a déjà détruit en Europe. Il y a des blocages partout. C'est inadmissible avec un pays, un continent riche, bourré de diamants, d'uranium, du pétrole. Mais le président ghanéen a dit ça en face à face devant le président français. Arrêtez de nous aider, arrêtez ça. Ça c'est traumatiser les Africains. C'est à nous de vous aider. Comment se fait que est riche
moi je vais t'aider. Tout ça parce qu'on a renversé les choses. Donc, voilà le départ de l'agriculture. C'est comme ça. Même quand les Blancs venaient nous chercher ici, c'est ça qui a commencé là-bas chez eux. On n'a pas commencé à construire les maisons. C'est avant l'agriculture qu'on a commencé là-bas, on les a rendus riches. Et puis on a commencé à aller construire des maisons partout. Donc voilà le moteur, c'est la clé. Donc je vous remercie beaucoup. On se retrouve en Djamena en direct. Voilà le commencement de vos propos que c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde. Ce n'est pas l'Europe qui doit nous nourrir. Comme présentement, là, on importe le riz, tout, les spaghettis. Et c'est pas possible, Roger. Alors qu'on a le macabo, l'igname, la patate, les choses qui nous donnent des vitamines. On est là, on mange du riz tous les jours que Dieu a créé. Le spaghetti tous les jours que Dieu a créé. Parce que c'est moins qui est là-bas chez eux. Et nous, on doit consommer ce qui ne nous donne pas de vitamines. Voilà la réalité. La patate donne la farine pour faire du pain. Alors, et il y a encore les Africains qui nous appellent pays de mer. Quand Trump dit ça là-bas, eux-mêmes ils répètent ici comme les perroquets. Alors, voilà les pays de mer. Est-ce que quand Kadhafi, il dit son pays, il a tout donné, quand vous montrez vos documentaires ici, tout est clair. Il a tout donné gratuitement. Est-ce que Kadhafi est en train de venir le détruire? Et entre Kadhafi et ces gens-là, quels sont les gens qui sont les pays de mer? C'est pas eux? Toi, il y a encore les Africains qui répètent les choses qui n'ont pas de sens. Ce sont les pays de mer. Entre quelqu'un qui est agressé et celui qui est un agresseur, qui qu'on doit appeler le pays de mer? Roger. Donc il y a encore les Africains qu'on doit enseigner. Tous les jours, on doit les enseigner tous les jours. Merci. Parce que nous autres, on a déjà comment. Merci. Donc, on va continuer. Merci infiniment à vous, Luc. Alors là, tout le monde nous donne rendez-vous à Djamena, au grand sommet des leaders panafricains. Il faudrait donc aller démontrer aux yeux du monde que c'est l'Afrique qui doit véritablement nourrir le monde. Et c'est ça le challenge. Et c'est votre challenge, M. Bernard Djonga. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que ce qui est intéressant dans ce forum de N'Djamena, c'est qu'on aura autour d'une table à la fois les techniciens et surtout les politiques. Parce que voyez-vous, quoi qu'on dise, les problèmes qui minent notre développement en Afrique sont éminemment des problèmes politiques. La décision doit se prendre au niveau politique. C'est en cela que le forum de N'Djamena constitue pour moi une occasion qu'on ne devait pas rater, parce que plusieurs chefs d'État sont attendus, des techniciens de haut vol sont attendus, des experts de haut vol sont attendus pour débattre donc de ce sujet qui concerne tous les Africains, c'est quelque chose de vachement intéressant. Maintenant, je pense qu'on devrait simplement s'apprêter pour pouvoir tirer meilleur parti de ce forum et puis aussi mettre en place un système de suivi de ce forum. Je pense qu'on mettra l'accent sur cet élément, que les décisions, les expériences qui sortiront de ce forum de N'Djamena puissent se traduire effectivement à travers des actions sur le terrain dans nos différents pays. Ça me fait un peu penser à Maputo lorsqu'on a dit que chaque pays devait veiller à ce que au moins 10% de son budget soit affecté à la chose agricole. Vous voyez, on l'avait dit à Maputo, mais on n'a jamais cherché à suivre un pays comme le Cameroun. On est encore à 3,5% et même 3%. Voilà. On va prendre Patrice Elanga qui nous appelle depuis la Suisse. Bonsoir et bienvenue. Ouais, je suis en direct. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, allô? Bonsoir, vous êtes à l'antenne, Patrice. Je peux parler? Oui, allez-y. L'Afrique vous écoute. Oui. Pour le sommet qui va se tenir en N'Djamena, suite à des problèmes concernant un peu notre continent, l'Afrique. Donc, je voulais dire quelque chose. J'ai dit en Suisse, ça fait depuis des années. Et donc, quand je regarde la politique française vis-à-vis de nos peuples, de notre continent, je pense que ce n'est pas tout à fait judiciable. Quand M. Macron vient nous traiter les Africains d'avoir un problème civilisationnel, est-ce que c'est les Africains ou bien c'est lui? Soyons honnêtes. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne insulte tout un continent avec ses enfants, ses pères, ses mères, ses grands-mères. On ne peut plus accepter ça. Il faut qu'on essaye de dire non à la France une fois pour toutes. La France a tellement exploité les peuples africains, les tuer, les torturer, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des millions de morts.
Ouminoubé et ses compagnons ont été assassinés par la France. Et la France vient donner des leçons des droits humains aux Africains. Eux-mêmes, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les peuples africains? Au jour d'aujourd'hui, on nous traite des peuples de merde et compagnie. Est-ce que c'est nous ou bien c'est eux qui sont de la merde? À un moment donné, il faut arrêter. C'est ce que j'apprécie sur le générique d'Afrique Média. La récréation, c'est terminé. Il faut qu'ils arrêtent. On n'est plus là pour les servir. On est là pour nous battre et pour notre liberté. D'abord, le putain de français, par exemple, le prendre et cacheter quelque chose en France. Parce que nous, on ne comprend plus bien. L'État français même est en faillite. C'est l'Afrique qui va sauver. Il n'a qu'à sauver d'abord ses propres citoyens. Les Français sont dans la merde bleue. Moi, je suis à côté de la frontière, je m'en vais en France tous les jours. La misère. C'est les Africains que la France viendra sauver. La seule chose que la France fait en Afrique, c'est de piller et de voler les Africains tous les jours. Ils viennent nous donner des leçons de vie, des leçons de démocratie. Qu'ils gardent leur démocratie et que nous, on garde nos dictateurs et puis on arrête là. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent. On n'est plus des enfants, le continent africain est un continent. L'Afrique n'est pas un département français d'outre-mer. Voilà. Merci infiniment, Patrick. Patrick Selanga, je rappelle que vous appelez depuis la Suisse et vous tirez un coup de chapeau aux organisateurs de ce grand sommet panafricain de N'Djamena et surtout que l'agriculture sera donc au cœur des différents de conférences et nous vous disons désormais que c'est l'Afrique qui puisse nourrir le monde. Et pour nourrir le monde, il faut bien évidemment cultiver pour avoir une bonne terre. Il faut savoir la terre qui est différenciée, celle qui est acide de celle qui est neutre. Alors, et c'est pour ça que nous avons donc notre, qu'on va appeler encore notre instrument de mesure, le pH-mètre. Voilà, nous avons donc notre pH-mètre. Alors, vous allez nous présenter sommairement à nos téléspectateurs, dire comment ça fonctionne et si possible, si on peut faire une petite expérience. Oui, lui, Roger, la dernière fois déjà, on l'avait présenté. Mais ce qui nous a fait ramener ces instruments aujourd'hui, c'est parce que de toute l'Afrique, on se rend compte que les gens en ont vraiment besoin. Nous en avons expédié par exemple un au Togo, un au Mali, et il y a d'autres demandes dans d'autres contextes. En fait, ce que je voulais essayer de dire aux téléspectateurs, c'est que c'est un instrument très très facile d'utilisation. En réalité, celui-ci, c'est un pH-mètre doublé d'un hygromètre. Par contre, cet autre, il est simplement pH-mètre simple. Maintenant, l'utilisation est simple. En fait, il suffit de prélever le sol dans les peut-être 10 cm du sol, là où les racines doivent se développer. Quand vous le prélevez, je suppose que vous devez le prélever quand il est mouillé. Maintenant, s'il n'est pas mouillé, vous le mouillez au point où il devient presque de la boue. Quand le sol est complètement mouillé, au point de devenir un peu la boue, vous n'avez qu'à introduire l'instrument à l'intérieur du sol mouillé et rapidement, vous allez voir que, bon, c'est vrai, on a ici du sable. Oui. Et ce sable, justement, tout à l'heure, c'est pas très, très, très visible, mais tout à l'heure, le pH était autour de 7. Oui. Vous voyez qu'en introduisant ce sable, le pH-mètre est en train de remonter plutôt vers 6. Oui. Et cela indique effectivement que le pH de ce sable est autour de 6. Donc, il est légèrement acide. Bon, si c'était un sol basique, le pH-mètre devait remonter plutôt autour de 8 ou voire même un peu plus de 8 pour montrer que le sol est basique. C'est le principe de fonctionnement. Donc, en fait, c'est des instruments à fonctionnement très, très simple pour évaluer. Une fois, je vous ai dit ici que si vous avez un pH, par exemple, autour de 4,7, il est impossible d'attendre de ce sol, s'il est destiné à la culture de maïs, d'attendre un rendement de 4 tonnes à l'hectare. Quel que soit l'effort que vous feriez, vous n'aurez, avec un rendement qui puisse produire 4 tonnes à l'hectare, vous n'aurez que 1 tonne 300, quel que soit ce que vous pouvez apporter à ce sol. Parce donc, pour un bon sol, il faut un pH de... Non, ce n'est pas un bon sol. En fait, le bon sol dépend du type de culture qu'on veut y mener. Donc, si j'ai un sol qui veut recevoir la patate ou la tomate, je ne suis pas forcé d'avoir un pH
peut-être assez ou basique. Mais par contre, cet outil, donc, en fait, quand vous l'utilisez, il vous permet de voir si le pH de votre sol est l'idéal pour la culture que vous voulez envisager. Et c'est là où le président disait effectivement que, en fait, l'appui aux agriculteurs peut être aussi à ce niveau-là pour dire votre sol a telle caractéristique. Par conséquent, si vous voulez faire telle culture, vous devez faire ci ou ça pour pouvoir améliorer l'environnement de production. Voilà. En dehors Avant de revenir pour la suite, parce que là, ils sont nombreux là, au standard, on me fait savoir. Benoît nous appelle depuis Douala, c'est au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci, bonsoir monsieur, bonsoir le panel. Je vous appelle, avant d'évoluer, je voudrais s'il vous plaît à la fin avoir le numéro de monsieur qui vient de parler là, si vous pouvez. Oui. S'il vous plaît. Bon, alors je voudrais dire par rapport à cette histoire de la France, vous voyez qu'ils veulent nous soumettre comme dans la Bible le peuple d'Israël. Vous avez vu, quand M. Macron a pris le pouvoir, sa première chose c'était qu'il faudrait que les Camerounais, que les Africains diminuent la naissance. On ne doit pas accoucher plus de 3 enfants. Vous comprenez que ces gens, ils veulent nous rendre comme au peuple d'Israël où Pharaon avait demandé de tuer tous les nouveaux-nés parce qu'il avait vu que le peuple d'Israël évoluait fortement. Alors, et comme le peuple d'Israël évoluait fortement, ils ont vu qu'à la fin, le peuple d'Israël peut se développer et prendre le pouvoir. Alors, vous avez vu, Dieu a intervenu par tous les moyens. Et je vous rappelle que c'est ce que sera cette Afrique avec ces gros bandits des Blancs-là. Voilà. Je vous remercie. Merci infiniment, Benoît. Alors, on parlait donc des outils pour essayer d'apprécier la nature de son sol. Et cette fois-ci, vous avez un autre, c'est... Voilà. En fait, ici, c'est un kit complet qui peut vous aider à déterminer quel est le niveau d'azote de votre sol, le niveau de phosphore, le niveau de potassium et même encore le niveau du pH. C'est un kit complet. En principe, avec ce kit, vous pouvez avoir la possibilité de mesurer à peu près 10 échantillons d'un sol. C'est-à-dire, en fait, si vous avez un terrain à peu près hétérogène, disons de 10 hectares, et que vous voulez avoir à peu près le niveau d'azote, le niveau de phosphore et le niveau de potassium de ce sol, vous pouvez prendre ce kit. Et simplement aussi, il y a une petite notice à l'intérieur qui vous montre comment l'utiliser pour vous-même estimer en fait ces paramètres de votre sol. Et pour ceux qui voudraient donc avoir tous ces appareils, le numéro de Labo Agri va donc s'afficher au bas de votre écran. Et certains me demandaient le numéro d'Emmanuel. Je ne sais pas. Ils vont passer par Labo Agri certainement. Et peut-être d'ici la fin de l'émission, on verra bien. Dans quelques instants, on aura donc ce numéro de Labo Agri au bas de l'écran. Alors, Jean-Pierre, on va aborder maintenant le plat de résistance de la soirée qui est donc cette agriculture biologique. Est-ce que cette agriculture biologique-là pourra-t-elle nourrir l'Afrique? Oui, cette agriculture est tout à fait capable de nourrir l'Afrique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a des prérequis, c'est-à-dire il y a des conditions préalables qu'il faudra remplir pour espérer voir cette agriculture biologique nourrir l'Afrique suffisamment. Et pas simplement l'Afrique, puisque l'Afrique regorge de richesses qui ont leur place dans les autres marchés du monde. Donc nourrir l'Afrique, mais nourrir le monde également. Okay. Elle peut nourrir l'Afrique. Avant de revenir sur les conditions préalables, alors Emmanuel, est-ce que vous avez la ferme conviction que l'agriculture biologique peut nourrir l'Afrique et le monde? Bon, contrairement un peu à mon grand frère Jean-Pierre, je ne suis pas certain que l'agriculture biologique peut résoudre le problème de la famine à court terme, peut-être à long terme. Je voudrais faire quand même une petite nuance. Vous êtes favorable à l'agriculture durable?
Voilà, l'agriculture durable n'est pas forcément biologique. Ça, c'est peut-être là où j'ai divergé un peu avec mon grand frère Jean-Pierre. Et comment tu définis les... Et comment maintenant définir donc cette agriculture quels sont les préalables pour que cette agriculture durable puisse nourrir l'Afrique et le monde? Enfin, non, ça c'est Jean-Pierre qui défend cette hypothèse. Donc peut-être c'est à lui qu'il faut poser la allez, question. Jean-Pierre Ibélé, quelles sont les conditions, donc, les conditions des préalables donc, pour que cette agriculture biologique là, puisse nourrir et les Africains et le monde entier? En fait, en réfléchissant au terme de tant d'années de pratique de cette agriculture, j'ai fini par comprendre que la toute première condition pour réussir ce pari, c'est de banaliser cette agriculture-là. C'est-à-dire de cesser de la faire être considérée comme une agriculture élitiste, marginale, de cesser de la faire considérer comme une technologie agricole d'importation, mais de totalement regarder dans notre environnement immédiat africain toutes les sciences agricoles traditionnelles qui sont là, de les théoriser, de les promouvoir et de les répandre sur tout le continent de manière à en faire quelque chose de tout à fait banal, quelque chose d'usuel et quelque chose qui ne soit pas perçu comme quelque chose d'élitiste. L'élitisme, en fait, de l'agriculture biologique est à l'origine de sa relative marginalisation comme technologie de promotion pour la culture d'aliments sains. Et alors, maintenant, quand on évoque la question de l'agriculture durable, l'agriculture biologique est en réalité durable. Hein? Et vous devez donc retenir d'ailleurs qu'on ne peut pas faire de la durabilité avec du mensonge. Tout à fait. Et l'agriculture conventionnelle, je voudrais être un peu excessif volontairement pour déclencher un échange vif, l'agriculture conventionnelle est plutôt une agriculture un peu quelque part de mensonge. C'est une agriculture qui prélève abondamment les ressources fossiles de la planète, les transforme en engrais NPK, les redistribue, organise des subventions réelles ou déguisées, est dans une dynamique, fait du dumping de produits ici et là, fait de la destruction de produits ici et là pour maintenir des prix artificiellement hauts ou bas selon les intérêts, exploite la climatologie pour réaliser une sorte de domination de l'agriculture mondiale. L'agriculture biologique est en marge de tout ça. C'est une agriculture qui respecte l'homme, qui respecte l'environnement et qui, finalement, en termes de capacité à produire des aliments sains, parce que, vous savez, quand vous avalez des polluants persistants systémiques, c'est-à-dire que tous les produits chimiques que vous pouvez avaler dans les aliments qui sont produits avec la chimie de synthèse, vous devez après chercher des médicaments pour résoudre les problèmes qui sont posés par la chimie de synthèse. Vous êtes dans un cycle, dans un cycle de dépendance qui n'est finalement pas très intéressant. Et si on allait donc évaluer les coûts, n'est-ce pas, générés par cette agriculture conventionnelle par rapport au biologique, on s'apercevrait très vite que finalement, vaut mieux peut-être aller à petits pas, mais il faut aller vers le biologique. Je finirai juste en disant que il y a un aspect de l'agriculture biologique qui est quelquefois négligé, c'est celui de la certification des produits biologiques. Cet aspect de la certification, c'est un immense marché. C'est un immense marché dans lequel l'Afrique est absente. Les grandes compagnies de certification ne sont pas africaines. Même sur ce terrain, qui est un terrain, le terrain de la connaissance, qui est quand même disponible sur le continent, il n'y a pas d'Africains sur ce marché. Et les États africains n'ont même pas compris, à l'exception de quelques-uns, je peux les citer, la Tunisie, les pays d'Afrique de l'Est avec l'Ouganda, le Kenya, n'ont même pas compris que ce marché-là, du fait que la connaissance, en fait, des itinéraires de production, des process de transformation technologique agroalimentaire étaient quand même mieux maîtrisés sur le continent par rapport au fait que notre biotope nous est familier, les plantes de notre environnement nous sont familières et que les innovations technologiques qu'on peut apporter par rapport à ces plantes-là, c'est quelque chose que nous maîtrisons certainement mieux que beaucoup de gens. Donc vraiment, il y a là quelque chose à faire, il y a un marché.
Et il y a des possibilités énormes qui sont malheureusement sous-valorisées sur pratiquement tout le continent et par tous les gouvernements d'Afrique. C'est bien dommage. J'espère qu'en N'Djamena, on évoquera cette question de l'agriculture biologique en y apportant des premières solutions, des premières propositions de solutions pour faire un virage à 180 degrés vers l'agriculture biologique sur tout le continent. Voilà. J'ai quand même une question. Oui, président. Si un pays comme le Bénin décidait de faire de l'agriculture biologique une filière porteuse, quelles seraient les démarches qui seraient mises en place? Je me situe au niveau d'un pays. Alors, et le pays qui a été choisi est un très bon exemple parce que c'est un tout petit pays. Et donc, cela peut être, le Bénin peut être utilisé comme un laboratoire pour aller vers ça. Je connais une initiative d'agriculture durable au Bénin, c'est la ferme Shanghai, qui est une initiative d'agriculture durable, mais pas d'agriculture biologique, et qui finalement a réussi à démontrer qu'il y avait un certain nombre de prouesses technologiques qui pouvaient être faites au niveau agricole. Alors, si le Bénin décidait cela, que ce soit le Bénin ou un autre pays, la toute première résolution à prendre, ce serait d'intégrer l'agriculture biologique dans les écoles maternelles et de démarrer avec un processus d'éducation allant dans ce sens dès les écoles maternelles et de poursuivre ainsi jusqu'au cycle doctoral en intégrant de manière permanente toutes les valeurs qui nous sont chères, les valeurs de renaissance africaine, les valeurs, parce que beaucoup d'aspects technologiques sur l'agriculture biologique sont des choses nous sommes en réalité familières. Mais bon, donc, et si on faisait comme ça, oui, à cette échelle, on se donnerait une période de 15 ans pour qu'il y ait une mutation totale dans la société béninoise et que finalement, le produit soit perçu comme un produit normal, un produit non élitiste, parce que la meilleure façon, en fait, d'ailleurs, de créer un fossé entre ceux qui pourraient aller vers l'agriculture biologique, c'est de toujours tout faire pour présenter ça comme quelque chose d'élitiste et quelque chose de pas africain, quelque chose d'importé, quelque chose de très difficile à faire, ainsi de suite. Donc, on commencerait par les écoles maternelles, les écoles primaires pour faire la grande réforme nationale. Après, bien sûr, il y aurait des lois au niveau national, il y aurait des banques dédiées, c'est-à-dire il ne faut pas que la finance qui va gérer les projets de développement d'agriculture biologique soit une finance conventionnelle. Ça doit être une finance biologique. Et maintenant, s'agissant de ce mode de production, il y a d'autres aspects. Vous avez un autre type d'agriculture qu'on appelle l'IPM, l'Integrated Pest Management, l'agriculture, la gestion intégrée des pestes, qui n'est pas le biologique, mais qui n'est pas le conventionnel pur non plus. Et là, il y a cette solution médiane qui peut être finalement un bon tremplin pour aller vers le biologique. Et puis vous avez tout ce qui est agriculture biodynamique, vous avez tout ce qui est permaculture, qui sont encore d'autres formes de culture qui permettent finalement de s'affranchir de la chimie de synthèse pour aller vers des aliments de qualité et pour préserver l'environnement et la santé des consommateurs. Si on laisse toute la soirée, vous parlez de ça. Avant votre question, on va prendre M. Adama Dia, vous appelle depuis la Libye. M. Adama Dia, bonsoir. Bonsoir Africains et Africains. Professeur Jean-Pierre et Bertrand, je suis sûr que faites vos bagages, parce qu'à N'Djamena, si le domaine de l'agriculture ne sera pas débattu, alors cette rencontre n'aura pas sa grandeur. Soyez rassurés, ce sera la première des choses à ce que nous allons indexer face au... Et c'était une grande occasion, parce que là, nous serons face aux Africains, aux leaders. Donc, faites vos bagages et soyez bienvenus. Je vous remercie. Merci infiniment, Adama Dia. On vous demande donc de faire vos bagages et de vous apprêter, parce que c'est l'Afrique qui doit nourrir le monde. Massango Jean nous appelle depuis le Cameroun. Bonsoir.
bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne. Oui, je voudrais d'abord remercier monsieur Jean-Pierre. Parce que vraiment, tout ce qu'il a dit là maintenant, les Africains sont fiers de lui. Contrairement à ceux-là qui ne fait que parler de poulets, de poulets de ferme, de poulets qui n'acceptent pas telle température. Pourquoi ne pas revenir aux sources? Pourquoi on ne peut pas avoir des fermes de poulets naturels? Celui des poulets, il faut telle température pour tel poulet, il faut telle température pour tel poulet. Des poulets fabriqués, des blancs là. Quand on dit coupons le cordon ombilical, c'est ça encore manger des trucs qui nous donnent les maladies. Écoutez tout ce que M. Jean-Pierre a parlé là. Hein? Il a dit que la culture biologique peut nourrir l'Afrique. Et là, je dis que non. Il faut qu'on mange les poulets de ferme, les poulets fabriqués, les coqs donnent les œufs, les poules donnent les œufs. Et voilà ce qu'on vient de fabriquer en Afrique. Donc, arrêtez de fabriquer tous ces machins-là en Afrique. Nous ne voulons plus les poulets de ferme ici en Afrique. Nous voulons les fermer avec les poules naturelles. Nous ne voulons pas les fermer avec les poules qui donnent les œufs, les coqs qui donnent les œufs. Vraiment, c'est pas possible ça. Merci beaucoup. Merci Philippe Bassakosa. Vous appelez donc depuis le Cameroun. Voilà, vous êtes favorable à l'élevage des poulets naturels, ce que nous appelons communément des poulets du village. Voilà, c'est votre avis. On va alors, maintenant, à votre question présente. Tout à l'heure, vous avez une question à poser à Jean-Pierre. Oui, non, je me tenais simplement. Quand Jean-Pierre a dit que l'agriculture biologique, on pouvait commencer à l'enseigner, bon, tout au moins à la familiariser de nos enfants à partir de la maternelle. Oui, la question que je voulais poser à Jean-Pierre, je me dis, bon, est-ce qu'à cet âge-là, les enfants peuvent faire la différence entre agriculture biologique ou non? Parce qu'à cet âge-là, les enfants connaissent identifier ce qu'ils mangent sans savoir comment ça a été. Je prends le cas des œufs. À la maternelle, il serait intéressant de faire en sorte qu'ils voient une poule, qu'ils sachent comment une poule pond un œuf. Leur connaissance ne peut que les arrêter que là. Maintenant, aller jusqu'à faire la distinction entre le poulet du village et l'œuf du village et l'œuf d'un poulet élevé intensivement, je pense que, est-ce que c'est faisable? Ou bien il y a une technique à ça? En fait, Bernard, ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la maternelle, oui, parce que je m'inscrivais dans une dynamique d'un processus. Oui, bien sûr. Et ce processus, j'estimais que si, pour l'enfant de la maternelle, le référent n'est que l'agriculture biologique, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple pour lui de, de se familiariser à l'agriculture biologique, de vivre en ayant comme seule alternative cette façon de faire, ce qui rendrait la vulgarisation en fait de la technologie beaucoup plus efficiente. Parce que nous sommes sans arrêt devant un dilemme. Nous avons dans le monde entier les partenaires de l'agriculture biologique et ceux qui sont contre l'agriculture biologique. Et puis maintenant, on a les partisans de la voie intermédiaire. Maintenant, la grande Organisation mondiale de l'agriculture, qui est le bras des Nations Unies chargée de l'agriculture, qui est la FAO, a maintenant, depuis, on va dire, à peu près 20-25 ans, entrepris de faire la promotion de l'agriculture biologique et, en la développant de manière ponctuelle dans plusieurs endroits du monde. Parce qu'au départ, la FAO ne considérait pas que c'était quelque chose à promouvoir. Mais là, il a bien fallu qu'elle se rende à l'évidence que finalement, c'était mieux peut-être, vu les problèmes que généraient, les nuisances que générait l'agriculture conventionnelle. J'ai fait allusion aux pollutions chimiques de synthèse. J'ai fait allusion à la mauvaise répartition des richesses. J'ai fait allusion à la salinisation excessive des terres agricoles. J'ai fait allusion aux maladies cancérigènes provoquées par la chimie de synthèse auprès des agriculteurs eux-mêmes et près des consommateurs. J'ai fait allusion au suicide né du productivisme et de l'endettement excessif des agriculteurs du conventionnel. Toutes ces choses font que finalement, on est en droit de se poser des questions et de revenir vers un modèle agricole qui soit beaucoup plus simple,
et qui soit beaucoup plus accessible et qui soit vulgarisé. Et nous, en Afrique, justement, nous avons l'énorme avantage d'avoir un environnement peu pollué pour lequel le changement, comment dire, le tourner à 180 degrés, voilà, aurait beaucoup plus de sens que dans un environnement qui est déjà pollué et où il faut faire de grands efforts pour, voilà. Et alors, quand je dis environnement pollué, je fais allusion aux habitants. Parce que si les habitants n'ont pas d'autres modèles de développement agricole dans leur esprit, parce qu'on ne leur a enseigné que ça, alors à ce moment-là, on aura un pays vert. Ce sera presque redondant de venir parler d'économie verte à des gens qui, dès la maternelle, pratiquent l'économie verte au quotidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire pratiquer l'économie verte? C'est économiser les ressources, c'est de ne pas mélanger les poubelles à la maison, c'est de savoir faire une compostière, c'est de pouvoir planter sa première salade à 3 ans, et de la faire pousser et de la consommer. C'est comme ça qu'on change les sociétés. On ne change pas les sociétés autrement. Voilà. Merci Jean-Pierre. Avant de venir à vous, Emmanuel, nous avons standard prendre Léonard qui nous appelle depuis Bafia. C'est au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je remercie l'équipe de Africa Media. Parce que Africa Media est venu sauver la jeunesse camerounaise. Alors, et ce soir, je suis très heureux d'apprendre qu'il y a un sommet qui se tiendra à Djamena, au Tchad, et l'accent sera plus appuyé sur l'agriculture. Parce que nous jeunes, ici, au MAM, nous vaguons plus à l'agriculture. Parce qu'on a compris que ce n'est que par là qu'on peut trouver le compte. Mais il faudrait aussi s'appuyer vraiment sur les routes, puisque l'agriculture ne se passe pas en plein centre-ville. C'est dans des campagnes, des routes reculées. Les pistes qu'on a, c'est les pistes des forestiers qui les ont laissées. Alors, ayant déjà travaillé, on a des difficultés pour évacuer ces produits. Voilà un problème aussi qui dérange. Parce qu'on peut bien produire, se mettre au travail, on travaille, mais à la fin, pour évacuer, il y a des difficultés. Et c'est comme ça que les livres produits pourris, on se retrouve dans la perte. Donc, si on s'appuie, et c'est mon souhait, c'est notre souhait, nous les jeunes, du côté du MBAM, on voudrait vraiment cela. On était souvent un peu dérangés que les émissions qui se passaient, on ne parlait que d'autres choses. Bon, l'agriculture vraiment est un point majeur. Parce que quand on se réfère un peu du côté de la Thaïlande, qui était un pauvre pays, qui a relevé son économie grâce à la culture du riz. Ça veut dire que nous, au Cameroun, ici, avec de vastes espaces et de terres, la majorité des jeunes vont rentrer en forêt. Et ça va diminuer même le chômage. Chacun sera occupé, tout va bouger. Et pensez aussi au marché hebdomadaire. Parce qu'il y a des zones où vous allez à plus de 30-35 km dans la forêt et le marché se retrouve à quelque chose comme 40 km. Et vous avez les difficultés. Ceux qui viennent prendre là-bas sont obligés de prendre à des prix très dérisoires. Donc voilà des problèmes. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Léonard, vous qui vous appelez depuis Bafia, c'est au Cameroun. Alors, on va revenir à vous, Emmanuel, parce que là, on a parlé de l'agriculture biologique. Vous avez parlé de l'agriculture durable, tout cela. Alors, on va rester au standard. Voilà, ok. Emmanuel, vous avez donc la parole pour parler de cette agriculture durable. Oui, avant de parler de l'agriculture durable, je vais faire quelques petites précisions. En fait, la question est, est-ce qu'avec l'agriculture biologique, on peut nourrir l'Afrique? À cette question, je vais illustrer mon propos. En 2010, on dit au Cameroun, par exemple, que la production nationale de maïs, c'est 1,6 million de tonnes. Et le besoin en maïs est de 2 millions de tonnes, soit un déficit de près de 4 millions de tonnes
oui, 1,6 et 2, ça fait combien? La différence, c'est 400 000 tonnes, voilà. 400 000 tonnes de maïs. Et maintenant, en 2010, on dit aussi que la production moyenne par hectare est d'1 tonne de maïs par hectare. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si vous regardez en fait la structuration des exploitations agricoles à cette époque précisément, vous verrez que la majorité des exploitations sont ni dans le biologique, ni même dans le conventionnel, mais plutôt dans le naturel. Et ça, je voudrais qu'on fasse une très grande différence, parce que l'ami qui se plaint que moi je parle poulet et autres, et il faudrait rentrer dans l'élevage traditionnel. Il oublie que même cet élevage traditionnel peut être amélioré. Et toute amélioration, c'est sur les bases scientifiques. Et je voudrais dire justement, je suis désolé pour lui, mais en fait, nous refusons de faire des efforts par rapport à la science. C'est-à-dire, quand on rentre un peu dans la complexité scientifique, on trouve qu'il faut arrêter le débat. Parce que c'est de ça qu'il est question. Que ce soit l'agriculture biologique, que ce soit l'agriculture conventionnelle, tous les deux systèmes d'agriculture sont dans le raisonnable. Et c'est pour ça que j'aime bien justement, pour revenir à votre à l'agriculture durable, j'aime bien l'approche de Baraka Agriculture College. Ça, c'est au Kenya. Dans cette école d'agriculture durable, qui n'est pas forcément de l'agriculture biologique. Et comme Jean-Pierre l'a dit, il y a plusieurs types d'agriculture durable. Mais il y a un seul type d'agriculture peut-être biologique au sens européen. Et j'aime bien souvent quand Jean-Pierre dit il faudrait aussi que l'Afrique réussisse à définir son modèle biologique. Parce que là, c'est nécessaire. C'est-à-dire, en fait, la certification doit être africaine. Et on est là-dessus d'accord qu'en Europe, par exemple, le problème de phosphore est un problème de nuisance environnementale, alors qu'en Afrique, le phosphore est un problème de déficience, enfin limitant, un facteur limitant pour produire. Donc, j'aime bien l'approche de Baraka Institute College qui dit, en fait, il y a ils ont recensé à peu près 7 principes qu'il faut réunir pour identifier une agriculture comme étant durable, pas forcément biologique. Et justement, tout ce qui est durable, tout ce qui est biologique est durable, mais tout ce qui est durable n'est pas forcément biologique. Ça, c'est la nuance que je voudrais qu'on puisse relever. Donc, eux, par exemple, disent le premier principe d'une agriculture durable, c'est le principe de la conservation. Conservation de quoi? Le sol doit être conservé. L'eau doit être conservée. La microfaune et la macrofaune doivent être conservées. Effectivement, il est impossible d'augmenter le rendement d'une culture ou bien d'un élevage si l'élément sol est perturbé, comme avec l'érosion des terres en pente. Il est impossible d'améliorer la productivité si l'élément eau fait défaut. Et le président le disait par rapport à l'extrême nord, que c'est la région la plus fertile du Cameroun. Mais le facteur eau est un facteur qui fait que vous ne pouvez pas produire efficacement dans cette région. Donc il faut conserver l'eau. Il faut conserver la matière organique du sol. Et ça, j'ai une expérience personnelle où en 4 années, je suis passé d'un rendement de 2 tonnes 6 à l'hectare de maïs à 4 tonnes 3 de maïs à l'hectare avec la même variété dans le même environnement où les gens ont à peine 2 tonnes à l'hectare et ils pensent qu'ils ont fait de bons rendements. Donc, à ce niveau, je dis, effectivement, je veux que tout soit bio. Mais pour que tout soit bio, il faut qu'on puisse raisonner en termes de facteurs limitants locaux. Et ça, le pH, par exemple, peut être un simple facteur limitant tel que, en fait, quel que soit l'effort qu'on puisse faire de façon biologique, on peut se rendre compte qu'il y a l'élément pH qu'il faudrait peut-être d'abord améliorer. Ensuite, on peut aussi se rendre compte qu'un élément quelconque, comme le phosphore, peut ne pas être disponible. Mais vous allez me dire que, OK, en Europe, on a dit que tant on apporte un élément phosphore, ce n'est plus bio. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je dis, en fait,
je veux bien que tout soit bio, mais je dis aussi qu'on risque de se tromper par rapport au cas spécifique de l'Afrique. Merci. Et surtout que l'Afrique doit nourrir le monde. Nous allons au standard prendre Maurice. Maurice qui est en ligne. Alors bonsoir, bienvenue. Oui. Bonsoir à Gripan. Bonsoir Maurice. Oui, je suis Bekim Maurice de Makenene. Oui. Oui, bon, l'émission Agripan m'intéresse depuis. Parce qu'avec le président Zonga, j'ai eu à payer ces 2 brochures techniques d'agriculture, tome 1 et 2. Et je trouve réellement que les Camerounais peuvent s'en sortir dans l'agriculture malgré que les débouchés n'y sont pas. Je fais l'agriculture bio-organique. C'est comme cette année, j'ai eu à produire 68 sacs de maïs. Mais il n'y a pas de débouché. Bon, il y a encore un autre élément qu'on ne passe pas, qui est le melon. Le melon, je produis environ 300 tonnes de melon par an. En bio. Parce que nous sommes obligés de travailler en bio parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer les engrais. Bon. Les difficultés que nous rencontrons, c'est qu'il n'y a pas de débouchés. C'est là le comble. Est-ce que réellement, les techniciens qui sont là, ils peuvent nous aider réellement à trouver les marchés? Si réellement ils peuvent nous aider, nous sommes capables de produire. Donc voilà ma préoccupation. Ma question est au niveau des techniciens, s'ils peuvent nous aider. Voilà. Hein? Merci Maurice. Je suis déterminé en cette campagne depuis plus de 300 tonnes de melon. Merci Maurice. Laissez donc le temps au président et à d'autres personnes de pouvoir répondre. Alors président, il produit 68 sacs de maïs sans débouché. Vous avez haussé la tête pour dire que ce n'était pas vrai. Certainement qu'elle débouchait. Et 300 tonnes de melon par an. Que faire pour... quel conseil à l'endroit de cet agriculteur? Bon. On a l'habitude de dire que pour produire, il faut d'abord vendre. Bon, je ne peux pas aller jusque-là pour dire que cet agriculteur-ci, il aurait dû trouver le marché pour son maïs avant d'aller faire le champ de maïs. Parce que c'est une culture qui est pratiquée dans ces régions, d'abord pour le fait que ça entre amplement dans l'autoconsommation, dans la région de l'Ouest. Et même, là, je soulève un problème que les paysans ont très souvent en milieu rural. Ils ne cherchent pas à analyser leur environnement. Je ne dis même pas de chercher le marché en tant que tel, non. Analyser leur environnement pour être à même de pouvoir se décider sur une culture donnée, se décider de l'opportunité de pratiquer une culture et de la grandeur qu'il accorde à cette culture. Je suis sûr que s'il parlait des sacs d'arachide, il aurait trouvé preneur. Il y a des cultures qui sont rares, qui sont par moments difficiles, pour qu'on obtienne de grandes quantités. Je suis sûr de ce que je vous dis là. Oui, Emmanuel? Oui, président, même par rapport au maïs, il faut se demander dans quel contexte le maïs a été produit cette année. En fait, nous sommes dans un contexte où justement le premier consommateur du maïs, qui est la poule, a des problèmes depuis plus d'1 an au Cameroun. Ça, c'est dans ce contexte que, effectivement, les prix sont relativement bas. Mais ce producteur est à Makenene. Alors, est-ce qu'à Makenene, il a ses 68, c'est facile de trouver un marché proche? Très facile. Moi, par exemple, dans le cadre du travail que je fais régulièrement, je suis en contact avec des fermes autour de Makenene qui peuvent consommer son maïs, même ne vaut même pas la production d'une semaine. Donc, voilà, donc il faudrait qu'il vous contacte après en composant l'adresse de labo. Mais par contre, l'élément qu'il veut peut-être souligner, c'est le prix actuel d'achat aux producteurs qui peut faire problème. Ce n'est pas vendre le maïs qui est un problème.
OK. Alors, Jean-Pierre? Oui, vraiment très rapidement. Tout ce qui s'est dit est intéressant. Ce monsieur il y a quelqu'un qui est à Bafia. Oui, celui de Bafia. Léonard. Oui, Léonard de Bafia. Oui, voilà. Qui parle d'un marché hebdomadaire à 40 km dans la forêt, où les seules pistes sont celles des forestiers, où les produits s'abîment. Je voudrais juste suggérer à Orange, qui a lancé un projet, n'est-ce pas, Et que certains voudraient plus qu'on en parle, parce que là, vous pouvez passer dessus. Parce oui, que voilà. Enfin, que ce soit eux, enfin bref, les acteurs de la téléphonie locale, ils doivent absolument saisir rapidement cette situation, discuter avec notre ministre de l'Agriculture et discuter avec les interprofessions agricoles, avec la société civile, pour mettre en place très rapidement une sorte de cartographie nationale des zones enclavées avec leur production, sur les 12 mois de l'année, sur les 12 mois de l'année, et cette cartographie nationale des zones de production géolocalisables, de manière à ce que, très vite, n'est-ce pas, on puisse décider de est-ce qu'on va vers une distribution d'un produit frais non transformé, ou bien on fait une transformation sur place. Là, il faut aussi doter l'agriculteur d'outils et de savoir-faire de transformation pour limiter les pertes. Je voudrais quand même relever, et pour finir, que... Et surtout avec Maurice qui parlait de 300 tonnes de melon. Voilà, je voudrais vraiment relever que... il dit qu'il fait des produits bio parce qu'il appelle les moyens d'acheter des engrais. Cela s'appelle faire du bio passif. D'abord, ce n'est pas du bio. Quand on dit bio, c'est qu'on a un cahier de charges qu'on respecte. Et si on fait du bio parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer les engrais, ça veut dire que si on avait l'argent pour payer des engrais chimiques de synthèse, on les aurait mis parce qu'on doit avoir une attitude réfléchie qui dise, moi, mon orientation technique, c'est d'aller vers une production qui est faite ainsi. Après, maintenant, à leur endroit, quand même, ils ont des circonstances atténuantes. La plus grande circonstance atténuante, c'est que les groupements de paysans du monde, y compris ceux des pays dits développés, décident rarement d'orienter la production agricole dans un sens ou dans un autre sans accompagnement. L'accompagnement est fait en général par les institutions publiques et les instituts de statistiques et les marchés d'intérêt nationaux qui sont souvent accolés à des centres d'agrométéorologie. Lesquels? Parce que l'agrométéorologie est connectée au marché. L'agrométéorologie est connectée à l'économie. Il y a une interdépendance objective entre l'agrométéorologie, et l'économie, le marché et le produit agricole. Et donc, c'est important que nos paysans, en fait, soient accompagnés. Ils sont trop seuls. Je veux dire, d'avoir un poste agricole situé de préférence aux abords d'un chemin, d'une route bitumée, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas là que la valeur ajoutée la plus importante de ce poste-là devrait s'exprimer. Tout ça, c'est des choses que nous devons revoir, repenser au niveau du continent et utiliser l'outil informatique, utiliser l'outil de téléphonie pour réduire les difficultés du paysan, pour les intégrer dans l'économie réelle et surtout penser à, puisque ce sont des acteurs économiques plats qui consomment et qui achètent des produits avec la taxe sur la valeur ajoutée dessus. Et cette taxe sur la valeur ajoutée qu'ils achètent, il n'y a jamais, puisqu'ils ont des activités qui sont considérées comme informelles, n'est jamais compensée par le produit qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas considérés comme des opérateurs économiques réels. Or, ils sont le plus grand nombre. Alors, c'est quand même inadmissible et incompréhensible de vouloir construire une Afrique prospère, fière, émergente et riche, avec une population qui produit des richesses, c'est-à-dire des richesses agricoles, mais qui n'a pas voix au chapitre. C'est une aberration. Et ça, c'est parce que dans les écoles de magistrature et d'administration, la discipline agricole est perçue comme quelque chose de secondaire, d'accessoire, de non important, et quelque chose auquel il ne faut pas accorder l'importance. Et c'est là qu'il faut apprécier l'initiative du prince Kouma Doumbé,
qui, dans le programme doctoral de son école, qui est, je crois, connectée à l'université de Yaoundé 2, a entrepris d'introduire des disciplines comme l'agriculture biologique, l'agroécologique, pour des doctorants qui ne sont pas forcément des doctorants destinés à l'agriculture. Et cette façon de faire est une façon intelligente, en fait, d'aider l'Afrique à se réapproprier son avenir, parce que vous ne pouvez pas dépendre systématiquement d'aliments produits à des milliers de kilomètres dans des conditions que vous ne maîtrisez pas et que vous devez sortir des milliards. Le Cameroun, c'est 1100 milliards de déficit de la balance commerciale, dont une grande partie est liée aux produits alimentaires. C'est une honte. Voilà, c'est pour cela que le grand sommet des leaders panafricains de N'Djamena offrira donc une opportunité à vous, ingénieurs agronomes, vous, hommes de terrain, de pouvoir apporter des solutions efficaces et efficientes pour que l'Afrique puisse désormais nourrir le monde, que ce soit à travers l'agriculture durable ou biologique, l'essentiel étant que le peuple ait à manger. Merci donc, monsieur, d'être venu. Le temps imparti, voilà, au programme est donc terminé. Ça vous fait sourire un tout petit peu, mais c'est aussi ça. Donc, il faudrait beaucoup de concision et de précision du côté de N'Djamena. Merci également à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez appelé pour poser des questions. J'espère que vous avez été largement édifiés. Sinon, vous avez encore une dernière chance de pouvoir appeler Labo Agri et vous aurez donc des experts pour répondre à toutes vos préoccupations. Madame, Monsieur, merci à toute la grande équipe technique. Nos programmes se poursuivent. Très bonne soirée à vous. Du 5 au 7 avril 2018, Yaoundé devient la capitale du Made in Africa. Vous êtes PMI ou PME, organisation paysanne. Vous transformez, vous faites la promotion des produits locaux en Afrique. Venez débattre, exposer, vendre, faire goûter votre savoir-faire à l'occasion du tout premier symposium sur le Made in Africa organisé dans la capitale camerounaise. Pour y participer, contactez-nous au 237 242 003133 ou par email à l'adresse symposium.mia@gmail.com. Les candidatures sont attendues jusqu'au 15 février 2018. Le Symposium international de Yaoundé, c'est le Made in Africa à la conquête de l'agroalimentaire.